nuestro secretario de Relaciones Internacionales. Bueno, gracias Hugo. Le damos la bienvenida a Marie-Christine Nailod, que es una gran militante y compañera nuestra de muchas luchas, de muchas iniciativas, y está en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT de Francia. Y contamos también con Jérôme Vivenza, ¿no? Que es especialista en asuntos de salud y seguridad de la CGT de Francia también. Les contamos a ustedes dos, les damos la bienvenida, es un placer que estén con nosotros, es un orgullo la CGT de Francia y la CTA de los trabajadores, estamos hermanados porque es una central en Francia que nosotros tomamos como referencia en la defensa de los derechos de los trabajadores, sin ninguna duda. Su secretario general hace unos años estuvo por aquí en la Argentina cuando empezaban los 4 años oscuros del neoliberalismo. Así Filipe estuvo por aquí, estuvo en la CTA, lo recordamos con mucho cariño y fue muy, muy importante esa visita que hizo acá, que estuvo acá en la Argentina, y recordamos a Marie-Christine también marchando en las marchas del 24 de marzo con nosotros. Bueno, este año por el tema de la pandemia, la marcha no se hizo, pero se hizo a nivel virtual, ¿no? Y contarles a Marie-Christine y a Jérôme que está, además de Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina, varios miembros de la Mesa Nacional de la CTA, y secretarios generales de las CTA jurisdiccionales de las provincias, de los diferentes departamentos de Argentina, y secretarios generales de sindicatos. Así que le voy a pasar primero la palabra a Hugo, que haga un encuadre, y después le estaría pasando la palabra a María-Christine y a Jérôme. Sí, María-Christine. Quizás es mejor si traduzco lo que has dicho antes a Jérôme, y si no le molesta a Hugo, estaría más fácil hacerlo de esa manera, para mí. ¿Les molesta ou non? Sí, no, para nada. Ok. Donc, Roberto Baradel, le monsieur qui vient de parler, est le secrétaire international. C'est notre Boris. C'est leur Boris, disons, à eux. Donc, Roby nous a présentés tous les deux. Il m'a présenté parce que je les connais très bien, etc. J'ai déjà fait plusieurs cortèges avec eux à l'occasion de leur journée nationale du 24 mars, qui est l'anniversaire du coup d'État militaire de 1976. Et il t'a présenté également comme membre de la commission exécutive confédérale de la CGT et spécialiste des questions d'hygiène et de sécurité au travail. Donc, merci à vous deux d'être présents. On est ravis que ce soit la CGT qui soit là, dans la mesure où, pour la CTA, la CGT est une référence en ce qui concerne en France, et la référence en France en ce qui concerne la défense des droits des travailleurs. Et d'ailleurs, à ce propos, Philippe Martinez était venu nous voir au début de son deuxième mandat, et à ce qui correspondait à l'époque où on commençait les années de Macri, donc les années noires de l'ultralibéralisme. Et donc, aujourd'hui, il est de nouveau avec nous, mais vous êtes de nouveau avec nous, on a de nouveau changé de gouvernement. Alors, cette année, malheureusement, on n'a pas pu faire le défilé du 24 mars, mais on l'a fait de manière virtuelle. Et sont également présents, pour que tu le saches, des membres de leur commission exécutive confédérale. Certains sont également sont secrétaires généraux de leurs organisations, qu'elles soient territoriales ou de branche. Gracias. Hugo. Perdona, Hugo. Merci. Bien, sí. Attends, bueno, Hugo un saludo a los compañeros y compañeras de la CGT de Francia. Admiramos y tenemos un gran respeto por la trayectoria de lucha, y sobre todo porque han sido protagonistas de una resistencia a las políticas neoliberales que en los últimos tiempos nos permitió
casi semanalmente enterarnos de las movilizaciones, de ese paro histórico que llevaron adelante. Así que bueno, queríamos conocer la experiencia de ustedes en este momento de contexto de pandemia, de coronavirus, y en particular, porque sabemos que tienen un gran desarrollo en el área, cómo encaran la relación con las empresas en el punto de los comités mixtos de salud y seguridad. Es una iniciativa que estamos tratando de que se convierta en ley en Argentina, pero bueno, estamos muy interesados en escucharlo a Jerome y desde ya queremos decirte, María Cristina, el gran cariño que sentimos por vos a lo largo de tantos años de amistad. Gracias, Hugo. María Cristina, decirte esto también, está entre los miembros de la Mesa Nacional Gustavo Rolandi, que tú lo conoces, y que Francia abrazó en el exilio, un militante nuestro, que en su momento sufrió la cárcel, la tortura, y que Francia lo abrazó, ¿no? Y fue trabajador ahí en Francia también. Así que este encuentro para Gustavo también debe ser muy significativo. Dime tú, María Cristina, ¿cómo empezamos? Bueno, voy a traducir lo que acaba de decir Hugo y los que ha dicho, y si ustedes quieren después, quizás Jérôme puede explicar un poco lo de la situación y más específicamente sobre esos comités de salud y seguridad, como, bueno, en el marco de la pandemia, se dice, cómo funcionan al momento. ¿Estaría bien o non? Sí, perfecto. OK. Donc, Hugo, qui vient de prendre la parole, Hugo Yas, qui est le secrétaire général de la CTA des travailleurs, il est également parlementaire élu depuis les dernières élections. Il commence par nous adresser ses salutations. Il a toujours eu un énorme respect pour la trajectoire de lutte de la CGT. On a suivi dans la dernière période quotidiennement la lutte qu'a menée la CGT contre la réforme des retraites. Donc, si tu pouvais nous dire… donc, je voudrais également te présenter quelqu'un que tu vois à l'écran, dont le nom s'affiche, qui s'appelle Gustavo Rolandi. Oui. Donc, Gustavo est francophone parce que à l'époque du coup d'État militaire, il a été arrêté, il a été torturé et il est venu en France. Il est resté chez nous quelques années. Il a dû s'exiler. Donc, Gustavo est francophone. Pour lui, c'est probablement ça a un sens encore plus particulier. Et donc, ce qu'on voulait savoir, c'est, alors, dans le cadre de cette pandémie, comment est-ce que la CGT s'en sort avec le patronat et surtout, qu'en est-il de protéger la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs, ceux qui sont obligés de parler. Donc voilà, il faut peut-être faire aussi, pardon, si je peux me permettre, ne pas oublier de leur dire que on n'a pas eu de définition des services essentiels, par exemple. Ouais, voilà, ouais. Okay. Déjà, merci de m'accueillir parce que c'est pour moi, par mes activités, j'ai pas souvent l'occasion de participer à des activités internationales et c'est toujours pour moi un plaisir. Surtout pas plus particulier parce que on n'a pas c'est la première fois, je crois, que j'ai des échanges directs avec des camarades de l'Amérique latine et en particulier de l'Argentine. Même si je crois que j'ai croisé certains d'entre vous, je crois, à un congrès d'ACSN au Québec. Mais bon, c'est vraiment un plaisir et je suis vraiment content d'être là. Je suis content pour vous aussi
que vous ayez eu un changement de gouvernement. Nous, on n'a pas eu encore cette chance de sortir d'un gouvernement ultralibéral. Mais en tout cas, je suis vraiment ravi pour vous. Sur la gestion de la pandémie, c'est vrai qu'on a un gros problème en France actuellement, c'est qu'on a un gouvernement qui est tellement étanche à tout échange entre syndicats et autres que ça arrive même à nous donner l'impossibilité de discuter avec le patronat directement. Le patronat se cache derrière le gouvernement et le gouvernement, lui, nous met un mur devant et ça devient très compliqué. On a des lois en France qui protègent les salariés et actuellement, on a quand même un patronat qui essaye de remettre en cause ces lois, puisque certaines lois sont issues du droit européen et on a une organisation patronale qui demande la révision de cette directive européenne qui se retranscrit en droit français. Et on a vraiment un État, un gouvernement qui favorise le plus possible le patronat et qui met vraiment la liberté d'entreprendre devant la préservation de la vie elle-même. Donc, on a une stratégie patronale et gouvernementale d'essayer de dégager toutes les responsabilités des employeurs en ce qui concerne la protection de la santé des travailleurs. Ok, arrête-toi là. Je n'ai pas fait les activités essentielles, mais... Non, c'était rien. Arrête-toi là, je vais traduire et puis après je continue. Ouais. Ok. Para empezar, bueno, por mi parte también quiero darle las gracias de la invitación a encontrarme con ustedes. Dado a las actividades que tengo hay muy pocas oportunidades para mí de encontrarme, bueno, de tener reuniones con compañeras y compañeros de otros países. Entonces, él dice, es la primera vez que está intercambiando con gente de América Latina y aún más de Argentina. Entonces, está muy contento de estar aquí. Ustedes también tenemos que felicitarles porque han tenido su cambio de gobierno, que desafortunadamente nosotros estamos con ese gobierno totalmente ultraliberal, con el cual es muy difícil discutir en la medida de que absolutamente no escuche a los sindicatos. Piensa que los sindicatos son un obstáculo al funcionamiento de las empresas, más bien que una institución que debería ayudar al funcionamiento de la economía de manera más suave. Y la patronal en Francia se utiliza la posición del gobierno para, ¿cómo se dice? Ponerse al lado del gobierno, no al lado, he olvidado. Dilo en francés. ¿Cómo? Dilo en francés, Marie-Christine. Se cache Sí, se cubre con la posición del gobierno. Bueno, sí, pero también esconderse, ¿qué quiere decir? Se esconde tras la posición del gobierno. Exacto, y tras el gobierno mismo. Y entonces no hay ninguna posibilidad de discutir con el gobierno ni con ellos. Al momento, tenemos en Francia un sistema de ley que también está basado por leyes europeas, claramente porque formamos parte de la Unión Europea, y que se transmiten a Francia bajo la forma de directivas. Y varias directivas están en un proceso de
de revisión al momento y la patronal francesa está tratando de hacerlo de tal manera que los derechos de los trabajadores franceses bajen aún más, que diciendo que el mínimo en Europa es mucho menos que en Francia, entonces en Francia deberíamos bajar nuestros derechos para llegar al nivel medio de Europa. Gracias. À toi. Oui. Alors, ce contexte qui ne nous est pas favorable, on a pu quand même faire avancer certaines choses, en particulier quand on a demandé le recensement des activités essentielles dans le pays. On a toujours eu une fin de non-recevoir du gouvernement, mais on a eu quand même une mobilisation des travailleurs qui ont utilisé un droit qui est vraiment dans notre constitution, qui est le droit de retrait, où ils ont pu se retirer de tous leurs dangers. Et on a pu encore avoir nos organisations syndicales, nos syndicats qui ont répondu présents à ces moments-là, qui ont mis de ce qu'on appelle des droits d'alerte, c'est un peu sur les sujets qu'on doit aborder après, et qui ont permis quelque part aux travailleurs eux-mêmes de définir ce qui était essentiel ou pas. On a quelques exemples, par exemple, sur les dépôts d'Amazon, où on a aussi des exemples à la Poste, où les postiers eux-mêmes, les facteurs ont défini eux-mêmes ce qui était un courrier essentiel ou un colis essentiel et ce qui ne l'était pas. Et ça a été un moment, c'est ce qui nous a permis de briser un peu le mur que nous mettait le gouvernement en face, même s'il est encore là, ce mur, mais au moins il y a des failles et on a pu quand même mettre un rapport de force sur les lieux de travail malgré le confinement. Tu veux traduire? Oui, je traduis. Pero sin embargo, manejamos adelantar sobre algunos aspectos, porque la CGT pidió al comienzo del confinamiento al gobierno que él definiría lo que llamamos las actividades esenciales, o sea, las actividades que deben continuar para que el país continúe a funcionar. Y el gobierno siempre se ha negado a definir la lista de las varias actividades, pero existe en Francia un derecho que puede ser, un derecho laboral, que puede ser individual o colectivo, y que se llama el derecho de retractación quizás. O sea que si el trabajador o la trabajadora mismo se siente que su salud está en peligro continuando su actividad, lo único que tiene que hacer es mandar un correo electrónico a su empleador diciendo: me siento en peligro, entonces me retiro de mi trabajo. Eso es una ley en Francia, que sea individual o colectivo. Entonces se organizó de manera individual para algunos trabajadores, pero se organizó más bien de manera colectiva en varias profesiones. Hay el caso en Francia de Amazon, los que ¿cómo se dice en español? Que llevan las cosas, los paquetes a domicilio, ¿sí? Sí, nosotros le decimos delivery. Sí, eso, bueno, eso es. Mensajería. Exacto. Y ellos tienen con el derecho de retraso, fueron directamente a la justicia para pedir a la justicia si sus actividades estaban consideradas como actividades esenciales para la continuación del país, y la justicia dijo que no. Entonces pararon el trabajo, que es muy importante para nosotros. En Francia, la gente que trabaja para Amazon es
bueno, mal pagada, no tiene condiciones de seguridad, bueno, es casi trabajo forzado, trabajan tanto en un día, es increíble. También tenemos el caso de los servicios del Correo Nacional, los que mandan, los que que distribuyen el correo. Ellos también decidieron por sí mismo, de lo que consideraban como correo esencial, y los paquetes se quedaron bueno, no sé dónde, pero no llegaron a casa porque no considerados como esencial. Y en cada caso el gobierno no puede hacer nada porque existe ese derecho de retraso. Merci. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Sí. Perfecto, sí, clarísimo. Vas-y, Jérôme. Oui, la bataille qu'on a maintenant, c'est qu'on va pouvoir peut-être avancer vraiment, c'est la reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie, puisque en période de confinement, la seule raison qu'on a de contracter la maladie actuellement, c'est en allant au travail. Sachant qu'en France, on est couvert en accident du travail à partir du moment où on fait le trajet de domicile à travail. Hein. Je sais pas si c'est le cas aussi en Argentine, mais en France, c'est le cas. Nous sommes en réflexion pour savoir aussi quand on est malade, en maladie professionnelle et qu'on contamine une personne de son foyer, quelle est la responsabilité de l'employeur là-dessus? Là, on est en cours de réflexion là-dessus. Je ne vous cache pas que ça va être un dossier très compliqué. On a quelques pistes pour l'instant, mais ça va être compliqué. En tout cas, maladie professionnelle, c'est des personnes soignantes vont être pour l'instant indemnisées. On ne l'a pas gagné encore pour les autres. Et c'est un peu cette bataille-là qu'on Attends, quand tu parles des mener personnels soignants et que tu ne dis pas les autres c'est qui? C'est ceux qui travaillent les dans les autres services, travailleurs, etc. Voilà, les autres travailleurs qui doivent sortir de leur domicile pour aller travailler. Sachant que les grands groupes industriels ont réussi à faire une pression pour reprendre le travail. La France, par Airbus, fabrique encore des moteurs d'avion, alors que les avions ne volent plus en ce moment. Mais en France, on construit encore des moteurs d'avion. Ok. Je traduis. Vas-y. Ahora la próxima lucha de la CGT es para obtener el reconocimiento de los que están enfermos hoy como una enfermedad profesional, porque hay que saber que en Francia está reconocida como enfermedad profesional todo el tiempo del trabajo, y eso incluye el tiempo de transporte. O sea que un accidente de trabajo puede ocurrir cuando sales de tu casa, pero puesto que vas al trabajo, entonces es un accidente o una enfermedad profesional. Entonces es la lucha que estamos siguiendo ahora para el reconocimiento de enfermedad profesional. Parece que va a hacerse de manera bastante natural, si se puede decir, por todo el personal de los hospitales, enfermeras, Sí. Sí. doctores, todo el personal de los hospitales. Pero para los que trabajan en los servicios, como en cajeras o limpiadores, etcétera, por el momento el gobierno no quiere oírlo. Entonces tenemos que luchar todavía, y aún no solamente para ellos mismos, pero para la gente que vive con ellos, porque es claramente el gobierno pide, es una dicotomía en Francia. El gobierno, Macron más bien, ha dicho a todo el mundo, quédense en casa, pero al mismo tiempo ha dicho, pero hay que trabajar. Entonces es una dicotomía. Si nos quedamos en casa, nos quedamos en casa, pero si mi pareja
tiene que trabajar. El ejemplo muy ridículo que dio Jérôme es que al momento Airbus, que es la compañía europea de aviones, está construyendo motores para los aviones, pero al mismo tiempo ni hay un avión en el cielo porque no pueden volar. Entonces es una situación totalmente ridícula y ellos todavía continúan a trabajar. Ellos o ellas, siempre, tienen parejas que quizás han sido infectados por el virus. Entonces, ¿cómo la seguridad social va a reconocer ese tipo de enfermedad? No sabemos. Es muy importante en Francia porque si una enfermedad está reconocida como enfermedad profesional, puedes ganar un poco de tiempo bajando en la edad de pensión. Entonces, muy importante para nosotros. Voilà, moi j'ai fait le tour. S'il y a des questions. Les CHSCT. Bueno, eso es una vista bastante global de la situación. ¿Quieren hacerle preguntas o pasamos directamente a la cuestión de salud y seguridad? Aún más. ¿Qué te parece, Hugo? No sé si Gustavo Rolandi, que es especialista en el tema, tiene alguna pregunta. No, yo un par de reflexiones. Por un lado, interesante esto que plantea Jérôme, que no solamente se reconoce el COVID como enfermedad profesional para los compañeros y compañeras que están en el lugar de trabajo, sino que la CGT también está pidiendo la extensión de esa cobertura para los familiares que comparten con ellos el alojamiento. Me parece un dato interesante, ¿no? Por el nivel, la agresividad del contagio de la pandemia. Por otro lado, es cierto que nosotros no tenemos eso, salvo para algunas actividades, más que para la enfermedad profesional, para las actividades llamadas insalubres. Es esto que dice Jérôme, que es el acortamiento de la edad jubilatoria, es decir, que los compañeros que trabajan frente a riesgos insalubres pueden solicitar una jubilación anticipada. Por otro lado, se lo dejo picando porque me quedó la duda, que no tiene que ver, antes de entrar en lo específico, quería saber cómo había terminado la huelga de metros en París. Fue una huelga muy seguida por todo el mundo, fue muy importante, y no teníamos mucha información de cómo había sido el final de ese conflicto. Okay. Gustavo est revenu sur ce que tu as dit, justement, parce que en fait, l'Argentine a été le premier pays avec leur nouveau président, donc Alberto Fernández, a décidé que le Covid-19 serait reconnu comme une maladie professionnelle. Donc, ça a été le premier pays. Mais ce que Gustavo dit qui est très intéressant, ce que toi tu as dit, c'est de voir dans quelle mesure cela peut être également reconnu comme une maladie professionnelle pour la famille, enfin les très proches. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Il a également parlé du fait qu'être reconnu en maladie professionnelle, ça change les choses quant à la retraite, etc. Ceci dit, il avait une question qui n'a rien à voir avec le Covid, qui est plus à voir avec comment, parce qu'il dit, on a l'impression que la grève du métro, enfin, la grève des transports parisiens, s'est terminée un peu diluée. Voilà. Est-ce qu'on a obtenu quelque chose finalement? Alors ça, c'est une sacrée question. En fait, c'est une sacrée question et pas parce qu'il y a le fait que, Macron a plus ou moins dit que la réforme des retraites, elle ne passerait plus en l'état. Je crois que, voilà, c'est… En fait, je pense qu'il y avait en fait, la grève se terminait pas réellement au métro et sur les chemins de fer en général, parce qu'on a une grève historique, on n'avait jamais connu ça. On a eu des grosses grèves, mais jamais sur une telle durée et d'une telle ampleur.
mais quelque part, le conflit se reconfigurait pour continuer sur une plus longue durée. Et on avait un gouvernement qui avait mis cette réforme des retraites comme emblématique de son mandat, donc qui était aussi, aussi coincé, et qui, en fin de compte, au début de la pandémie et par le confinement annoncé en France, quelque part a été pour lui l'occasion de dire eh ben, on passe à autre chose, je renonce pas, mais je fais pas, et puis on verra plus tard. Donc je pense que quelque part on l'a gagné, mais il va jamais vouloir dire qu'on a gagné nous, quoi. Absolument. Bueno, en cuanto a lo que ocurrió, la huelga inmediatamente antes, o el movimiento, vamos a decir más ampliamente que huelga, inmediatamente antes del confinamiento, bueno, para empezar, fue histórico, porque hemos tenido grandes luchas en Francia, pero uno que duró tanto tiempo nunca. Entonces fue histórico. Pero el gobierno no quería moverse. Entonces había empezado los pasos para ponerlo a través del proceso del Parlamento. Pero nosotros continuábamos el movimiento organizándose de otra manera, porque después de un tiempo sale muy difícil para los trabajadores de no tener sus salarios. Entonces estábamos organizándolo de otra manera, pero vino el confinamiento y de una manera el confinamiento ayudó a Macron, porque él veía y sabía exactamente que la situación estaba muy, muy difícil para salirse por arriba con esa reforma. Y entonces ahora el gobierno dice, sí, hará una reforma de las pensiones, pero de otro tipo. Entonces, de una cierta manera, no van a decir, bueno, echamos todo lo que hemos hecho hasta ahora a la basura y empezamos de nuevo, pero realmente es lo que va a pasar. Entonces, porque los sindicatos no van a dejarlo, bueno, los que luchan por lo menos no van a dejarlo, y tampoco me parece que hará un cambio en la población también después. Entonces, de una manera, ganamos, aunque no ganamos nada, pero no perdimos por lo menos. Muy bien. Bueno, ¿abrimos a preguntas, Hugo? Yo no sé si podríamos ir a ver el tema de los comités mixtos y después, en todo caso, los compañeros preguntan sobre los dos temas. Bueno, listo. Okay. Marie-Christine. Si tu veux bien en dire plus sur les comités d'hygiène et de sécurité. C'est pas gelé. Ah non, j'ai cru que tu étais gelé là. Non, je ne bougeais plus. Alors, pour les facilités de traduction, etc., j'ai écrit un petit texte que j'ai envoyé à Marie-Christine, qui peut-être après tu pourras leur traduire et puis leur envoyer. Ce sera un support. Donc, c'est un petit texte que j'ai en gros découpé en 4 parties. Le petit point historique de comment ces comités sont apparus en France. Alors, c'est très court. C'est comment ils fonctionnent et sur quel périmètre. Vous verrez quand je vais développer ce que je veux dire par périmètre. Et enfin, aussi, les mauvaises pratiques syndicales qu'il y a eu autour et les problèmes qu'on a rencontrés. Qu'est-ce que tu veux dire par mauvaise pratique? En fait, on a pris quelques mauvaises habitudes. On a pris quelques mauvaises habitudes et on n'a pas su tout de suite utiliser l'outil comme il le méritait. Et quelque part, on a raté des choses, quoi. Donc, je l'ai appelé mauvaise pratique syndicale. Si après vous voulez changer, vous pouvez changer. Mais pour l'instant, voilà. Tu veux déjà traduire ça, oui. Marie-Christine? A ver, estaba mirando. Jérôme hizo un texto bastante corto, pero solamente me lo mandó así 15 minutos antes de la reunión. Entonces no tuvo tiempo para traducirlo, pero lo que voy a hacer después de la reunión
es de traducirlo al español. Es bastante corto y lo mandaré a, bueno, a Robbie, tengo la dirección de Robbie. La mandaré Bien. a Robbie, lo mandaré a Robbie. Sí. Entonces tiene más o menos 4 puntos. El primero, pero es muy corto, es sobre la historia y la historia de dónde viene también, cómo funciona y cuál es su perímetro de acción y también las prácticas sindicales, pero a veces estas prácticas fueron bastante negativas porque los sindicatos no sabían exactamente cómo utilizarlos. Entonces han tomado costumbres muy malas en cuanto a estos comités. Pero lo haré en español después. Trataré de mandarlo, bueno, quizás no hoy, pero más tarde mañana. Muy bien. A ver, Jérôme. Ouais, je fais déjà le point historique, alors comme ça, et puis après, je te laisse traduire. Donc, le CHSCT, en fait, le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, donc je ne sais pas comment ça va s'appeler en Argentine, c'est réellement apparu en France en 1982 avec les lois Auroux, qui était le ministre du Travail de l'époque. Donc, c'était à un moment de l'arrivée d'un gouvernement de gauche et c'était une première en France sur la période, quoi. C'était l'extension des comités d'hygiène et de sécurité où, par l'intermédiaire des conditions de travail, on a pu introduire fortement la notion de prévention. Alors, avec ces lois Auroux qui intégraient le CHSCT, on avait aussi le droit d'expression des salariés, c'est-à-dire la possibilité aux salariés, aux travailleurs, de parler de leur travail, d'alerter leur hiérarchie ou leurs représentants syndicaux. La particularité aussi de cette instance, c'est qu'elle n'était pas paritaire, mais qu'elle était en faveur des travailleurs, puisque pour les petites structures, par exemple, on avait un représentant patronal pour 3 représentants des personnels. Tu t'arrêtes là? Ouais, je fais point par point. Ok. Est-ce que tu me vois, toi, à l'écran? Oui, je te vois. Ok, parce que comme je suis sur ton texte, je ne sais pas comment ça fonctionne. Entonces, en francés se llaman, esos comités se llaman Comité de Salud y Seguridad y condiciones de trabajo. Y aparecieron realmente en Francia en el 82, 1982, con el ministro de Trabajo de la época, o sea, con la llegada al gobierno del Partido Socialista. Antes había solamente comités de salud y seguridad, pero la diferencia con antes es que eso introdujo también la noción de prevención, de prevenir las enfermedades, o sea, la noción de seguir a los y las trabajadores para asegurarse de su salud. También hubo adentro un derecho de expresión, de exprimirse para los trabajadores, o sea, de ir para hablar de su trabajo, de sus condiciones de trabajo con sus representantes sindicales. Y la particularidad en aquel tiempo estaba que no estaba paritaria, pero estaba favorable a los trabajadores. O sea que había un representante de la patronal para 3 de los trabajadores en las pymes. ¿Ok? Ok. Ouais. A ver. Sur le fonctionnement, donc le CHSCT doit être consulté obligatoirement 2 fois par an. Le président du comité est l'employeur lui-même ou le directeur de l'établissement dans les grandes entreprises. Ceci est important parce que du fait de la double casquette, président du CHSCT et employeur,
il se retrouve juridiquement responsable et ne peut prétendre ignorer tout risque qui lui a été remonté par les représentants. Le CHSCT a un secrétaire qui est issu des représentants des travailleurs, qui définit avec le président l'ordre du jour et qui rédige le procès verbal du CHSCT qui a une valeur juridique en cas de contentieux. Le CHSCT a la possibilité de demander une expertise, c'est-à-dire de faire mener une enquête sur un point précis, un soupçon de risque ou sur un projet d'organisation de travail. L'expertise est financée par l'employeur qui doit apporter tout son soutien aux experts. Ceci nous a posé quelques problèmes et je reviendrai après. Les représentants des travailleurs sont élus ou dans certaines branches, ils sont mandatés par l'organisation syndicale et ils bénéficient d'une protection contre toute sanction abusive des employeurs. Okay. Hay obligación por ley de consultar 2 veces al año el comité en cuestión. El presidente o la presidente del comité es el empleador mismo o el director de empresa en las grandes empresas. Eso es muy importante porque que sea al mismo tiempo presidente del comité y empleador, porque hace que está responsable frente a la ley y jurídicamente, o sea, y que no puede pretender ignorarlo si ha sido enterado de un riesgo para la salud de los trabajadores. Cada reunión del comité se termina con un informe y es también considerado como un documento, ¿cómo se dice? Vinculante jurídicamente. Si la situación no se pasa bien en una empresa, los representantes de los trabajadores pueden pedir lo que he encontrado en mi diccionario es peritaje. ¿Quiere decir algo? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Ok. O sea, de que se haga una investigación sobre un punto bien preciso cuando hay un riesgo cualquier en un proyecto de organización del trabajo. Es el empleador que tiene que pagar para ese peritaje y tiene que ayudar a la gente que viene a hacerlo. Los y las trabajadores que están miembros de estos comités tienen una protección en contra del a ver. He olvidado la palabra. Dilo en francés. No, está bien. Despido. Tienen protección contra el despido porque estaría demasiado fácil para el empleador si no le gusta si no le gusta el representante de un comité de despedirle. Entonces hay una protección durante su mandato como miembro del comité, no puede ser despedido. Ok. Donc, sur le périmètre d'action, alors syndicalement, nous n'avons pas su appréhender tout de suite l'étendue des possibilités d'action que nous apportait la notion de conditions de travail, justement. Nous l'avons d'abord abordé sous l'angle de la protection de la santé des travailleurs uniquement, ce qui convenait plutôt bien au patronat, car cela lui permettait d'affiner les processus industriels et d'augmenter la productivité sans causer de sinistre. C'est suite à une vague de suicides qu'on a eue dans notre opérateur téléphonique France Télécom Orange et l'explosion du site industriel AZF à Toulouse que nous avons fait un peu évoluer nos pratiques syndicales et que nous avons vu le CHSCT de façon plus large.
Nous avons décidé de prendre le travail comme porte d'entrée de notre activité syndicale, qui était jusque-là plutôt axée sur la question de l'emploi. Et par notre orientation de travail, nous avons pu établir une dynamique travail-santé et une action du CHSCT qui va sur 3 champs. Le travail et ses conséquences sur la santé des travailleurs, le travail et ses conséquences sur la santé publique, le travail et ses conséquences sur la santé environnementale. Et du coup, le CHSCT est devenu un outil qui ouvre à énormément d'opportunités. En plus, nous avons voulu en faire un outil pour les travailleurs plutôt qu'un outil pour le syndicat, justement. C'est quand nous avons changé justement cette vision du CHSCT que le patronat a commencé à vouloir le supprimer. Et c'est ce qui s'est passé en 2017 avec la fusion avec les comités d'entreprise au sein d'une même instance. Alors, tu dis prendre le travail comme porte d'entrée alors que jusque-là, c'était l'emploi. Explique-moi. C'est-à-dire que notre activité syndicale était plutôt basée sur préservation de l'emploi et on a pris la question du travail et donc justement on pensait de l'organisation du travail, etc. plutôt que protection de l'emploi. Et ça nous a ouvert beaucoup de champs en fait. Ok. Al comienzo del trabajo de estos comités, las organizaciones sindicales no los utilizaron de manera muy adecuada porque no se dieron realmente cuenta de lo que quería decir condiciones de trabajo. Entonces, se focalizaron principalmente sobre la protección de la salud. Y eso estaba, bueno, adecuado para la patronal porque lo permitía a ellos, a los empleadores, de solamente reorganizar sus procesos industriales con una participación de los sindicatos sin bueno, buscar más adelante. Pero hubo una ola, no sé si lo han oído, hubo una ola de suicidios en Francia en una gran empresa de telefónicos, Orange. Y también la explosión de un sitio industrial. Y después las organizaciones sindicales empezaron a reflexionarlo de manera más amplia, el papel de estos comités. Y decidieron de utilizarlo más, no solamente para proteger el empleo, pero como para proteger el trabajo mismo. O sea, la cuestión estaba no tanto de proteger el empleo de cualquier trabajador, pero más bien su puesto de trabajo. O sea, un poco más afuera de las prácticas sindicales ordinarias, pero de ver realmente lo que fueron las consecuencias del trabajo para la salud de los trabajadores, la salud pública también y la salud ambiental. Y entonces, viéndolo de esa manera, estos comités abren muchas oportunidades de un trabajo muy concreto. Y cuando los empleadores se dieron cuenta de lo posible dentro de la ley para estos comités que pidieron su desaparición, bueno, no total, pero entonces el gobierno vino con una nueva forma, o sea que ahora, antes teníamos comités de empresa y comités de salud y seguridad, y ahora han puesto los dos en el mismo órgano, en la misma institución, que se llama Comité Sindical Económico. ¿C'est eso? ¿Comité Sindical Económico? Ok, sí. Social. Comité Social y Económico. Entonces, lo han cambiado un poco. A ver, continue. Mais il faut peut-être que tu raccourcisses un tout petit peu là, je crois.
Là, c'est la dernière partie. Là. Dans nos prouesses, alors, on a mis presque 20 ans à mesurer la puissance de l'outil CHSCT. Hein. C'est donc un temps trop long et on a pris quelques mauvaises habitudes. Déjà, les militants qui étaient au CHSCT sont rapidement devenus des experts. Ils entraient dans des considérations techniques et les autres syndiqués avaient de plus en plus de mal à les suivre. Des fois, le syndicat leur déléguait toutes ces questions de santé au travail sans vraiment après s'en occuper. Et nous nous sommes retrouvés confrontés à des super représentants CHSCT qui n'étaient plus du tout impliqués dans la vie politique du syndicat. Ces derniers faisant confiance aveugle, hein, alors et ils étaient incapables de comprendre les choses, quoi. Nous avons connu même des représentants CHSCT qui se mettaient en opposition du syndicat et voire même en opposition des travailleurs. L'autre problème a été la question de l'expertise, parce que l'expertise qui était issue d'une tradition d'enquête syndicale auprès des militants, auprès des travailleurs, pour identifier tous les problèmes et puis mettre en commun les solutions, les problématiques sont devenues de plus en plus techniques, donc avec le risque chimique, le risque industriel, la radioactivité ou les choses comme ça, que les CHSCT ont petit à petit fait appel à des experts professionnels extérieurs avec un financement de l'employeur. Et du coup, par ces pratiques, ces fameux experts ont commencé à monter des cabinets d'expertise. Et en fait, c'est devenu un véritable business. C'est devenu un business, même qu'on a eu un cabinet d'expertise qui est devenu sponsor d'un stade de foot parisien. C'est même devenu des lobbies importants. Et l'un d'eux a été même un proche du président Macron et a eu, à notre avis, un rôle actif dans les lois qui ont supprimé le CHSCT pour fusionner avec les comités d'entreprise. Et enfin, le dernier problème, c'était la couverture des CHSCT, c'est-à-dire que seules les entreprises de plus de 50 salariés avaient un CHSCT. Alors en 82, ce n'était pas un problème parce que c'était la majorité des salariés, mais avec l'atomisation progressive du travail, il s'est avéré en 2015 que près de la moitié des travailleurs en France étaient plus dans une très petite entreprise et n'étaient donc plus couverts par le CHSCT. Donc nous, pour reconquérir le CHSCT, il va falloir qu'on réfléchisse aussi à un déploiement CHSCT pour les petites entreprises, donc peut-être de territoire. Donc, je fais une petite conclusion, puis tu traduis. Donc, voilà, c'est un tour d'horizon. Et nous nous battons justement actuellement pour reconquérir les CHSCT malgré les problèmes rencontrés. Okay. Bueno, como lo dije al comienzo, es que tomamos prácticas sindicales bastante malas durante todo un periodo, porque los activistas o los miembros de la CGT que estaban dentro de esos comités se volvieron a ser expertos. Expertos en áreas técnicas muy finas. O sea que para los otros miembros del sindicato estaba más y más difícil seguir lo que estaba diciendo. Y la cosa es que el sindicato, realmente la organización sindical, dejó en las manos de estos compañeros y compañeras expertos todo el trabajo sobre salud y seguridad. Y entonces ellos pararon de participar en la vida política de la organización y, como lo dije, se volvieron a ser solamente expertos técnicos. Y hay peligros con eso, porque, bueno, en algunos casos hemos visto a miembros de nuestros comités que al final se pelearon con la dirección política de la organización, diciendo que ellos tenían razón y la dirección del sindicato, de la organización sindical no. Entonces, es algo que hay que cuidar, que no se vuelven como expertos fuera de la organización, pero que realmente se quedan dentro de la organización. También lo que yo dije antes, voy a ver con Marta cómo se dice esa cuestión de peritaje, porque hay algo, bueno, cuando hay que hacer venir expertos exteriores. También
eso hemos visto que hay que cuidarlo también porque, puesto que es el empleador que debe convocar ese tipo de expertos, entonces a veces ellos trabajan más para el empleador que para los trabajadores. Entonces, también, bueno, el último punto para decir que en el 82, cuando se crearon los comités de salud y seguridad, no fue, bueno, hay que decir antes que comité de salud y seguridad solamente ocurren en empresas de más de 50 trabajadores. 50 plus 1 está bien, pero abajo de eso no existen. Eso no fue un problema en el 82 porque había mucha gente en grandes empresas. Pero con la uberización del trabajo que vemos ahora, la última revisión muestra que menos de la mitad de los trabajadores en Francia hoy tienen protección de un comité de salud y seguridad. Entonces, estamos todavía en la lucha para retomar lo que hemos perdido, para asegurar que en pequeñas empresas también tienen estos comités. Bueno, voy a parar aquí. Gracias. Bueno, abrimos a las preguntas. Bueno. ¿Terminó Jerome, Marie-Christine? Dime. ¿Terminó Jerome? Sí, Jerome terminó. Perfecto. Abrimos si alguno quiere hacer alguna consideración, alguna pregunta. Roby. Sí, Hugo, dale. No, lo mío digamos, se desvía un poquito el tema, pero si tienen alguna apreciación sobre el impacto en la situación carcelaria del tema de la pandemia. Hugo dit, je m'éloigne un peu du sujet, mais est-ce qu'on a une vision quelconque de la situation dans les prisons par rapport à la pandémie? Je sais qu'on en a une, je ne l'ai pas avec moi, mais je sais qu'on a eu quelques actions syndicales. Il faudrait que je fasse une recherche et puis qu'après je peux l'envoyer par mail, mais je ne peux pas répondre directement à la question. Là, j'ai pas tous les éléments. Je n'ai pas tous les éléments là, mais il s'est passé des choses, ça c'est sûr. Bueno, sí, la CGT ha dicho varias cosas en cuanto a la situación, bueno, para el personal de los penitenciarios, bueno, de las cárceles, para el personal y para los encarcelados también. La única cosa, dice Jerome, es que tenemos que buscar, porque hay una declaración o dos, yo también he visto, no me acuerdo porque hay un montón de cosas que pasan, entonces no me acuerdo exactamente, voy a ver con Jerome y también te lo mando. Bien. Ok. Excelente. Bueno, entonces vamos a preguntas de los compañeros, ¿alguna consideración? No, una pregunta, Roby. Sí. No, daría la impresión como que el origen de las comisiones paritarias se ha ido tergiversando en los últimos años, desde el 82 hasta ahora. De todas formas, en aquellas empresas como la CNCF, como el Metro, las grandes empresas francesas, donde los comités tienen más de 50 trabajadores, siguen teniendo representación. La pregunta es, esos delegados que
daría la impresión que se tecnificaron, se profesionalizaron, se alejaron de un poco de los orígenes de su rol. Si esos delegados siguen siendo elegidos por las centrales sindicales, yo me acuerdo que en su origen las centrales sindicales proponían una lista, entonces cómo es la elección de esos delegados, y por último, ya vinculado con la pandemia, si en esos lugares donde existen todavía esas herramientas pueden ser útiles, en este caso, por ejemplo, se me ocurre para el derecho a paralizar la tarea ante, me supongo yo, qué sé yo, que el empleador no le dé los elementos de protección personal adecuados para protegerse frente a esta pandemia. Si tienen algún ejemplo de que se haya podido paralizar la tarea o el trabajo frente a la carencia de elementos de protección personal. Ok. Donc Gustavo dit que donc dans son souvenir, quand il s'agit des grandes entreprises de plus de 50 salariés, comment dire, les représentants au CHSCT à l'époque, c'était des élus. Parce que tu as dit qu'il arrivait qu'ils s'éloignent, qu'ils deviennent des experts qui vivent dans un bocal et qu'ils en viennent même à remettre en cause la politique de l'organisation syndicale. Mais ils sont bien élus. Donc, est-ce que par là, enfin, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose à ce niveau-là dans la mesure où ce sont des élus? Et la deuxième chose, c'est vrai, et je voulais t'en parler, la deuxième chose, c'est sur les lanceurs d'alerte, d'une certaine manière. Et on a, donc, oui, parce qu'il y a les inspecteurs du travail aussi, mais ça ne rentre pas dans le cadre des CHSCT, ça? Oui et non. C'est-à-dire que quand les travailleurs se rendent compte sur leur lieu de travail qu'ils n'ont pas les équipements de protection nécessaires, etc., est-ce qu'ils peuvent alerter voilà, dans la période actuelle de pandémie? Alors, je vais essayer d'être court parce que là, on ouvre un large sujet. Alors, sur l'aspect élu des CHSCT, en fait, ça dépendait des branches. Il y a des branches où ils étaient élus directement par les personnels. Et il y a des branches où ils étaient mandatés par l'organisation syndicale. Le phénomène qu'il y avait, c'est que on avait aussi la situation qu'ils étaient tellement experts qu'on se retrouvait dans la situation où on ne savait pas qui mettre à la place. Et c'était presque le cas aussi dans les votes directs parce que les salariés ils disaient « Oh là là, celui-là, on ne comprend rien à ce qu'il dit, mais il a l'air super fort, on va voter pour lui. » Et c'est un peu, on a eu des militants qui ont fait une carrière complète en CHSCT, voire même qui ont continué leurs activités de CHSCT à la retraite. On en a encore à Orange, j'ai encore des exemples. Tu veux répondre déjà à cette question? Oui. Je suis lanceur d'alerte après. Oui. En cuanto a la elección, a las elecciones de los representantes, bueno, hubo dos situaciones diferentes. O estaban directamente elegidos por el personal de la empresa misma, o en los grupos más grandes estaban mandados por su organización sindical. Entonces hubo las dos situaciones. Pero la cosa es que, bueno, como he dicho antes, llegan a un nivel de experiencia tal, a un conocimiento de la ley tal, que aún las organizaciones sindicales no querían sustituirles con otros, sencillamente diciendo que, bueno, ellos conocen el tema totalmente. Pero, bueno, claramente fue un problema real, porque tenemos algunos representantes que han tenemos algunos representantes que han hecho toda su carrera como miembros de un comité de salud y seguridad y nunca han trabajado políticamente dentro de la organización.
Entonces, eso fue un problema. En cuanto a tu segunda cuestión, va a contestar ahora. Vas-y. Alors, à noter quand même que ces représentants, des fois, ils ont gagné des choses énormes, sans que le syndicat le sache, mais ils ont quand même apporté un certain progrès social, ce qui est des fois assez paradoxal, mais c'est quand même, je pense par exemple du côté de chez Orange, ils ont gagné énormément de choses et avancé énormément de choses, mais à côté de l'organisation syndicale. Tu veux que je fasse les lanceurs d'alerte là? Un último punto antes de hablar del último es que al mismo tiempo hay que decir que en varios casos ganaron mucho, bueno, en progreso social para los trabajadores, pero sin que la organización misma lo sepa. O sea que en el tema de Orange, que fue muy, muy brutal en Francia, con muchos suicidios, bueno, manejaron ganar progreso para los trabajadores, pero a lo lado de la organización sindical, no dentro de la organización sindical. O sea que solamente se aplica a los trabajadores de Orange. Bueno, y tu última pregunta. Lo siento mucho, pero hice una reunión en inglés por la mañana, entonces estoy mezclando todo. Lo siento. Oui, j'ai fait une réunion en anglais ce matin, donc là, tu vois, je mélange. D'accord. Vas-y. Les lanceurs d'alerte, alors, Ouais. alors la question des lanceurs d'alerte, en fait, on revient un peu sur le droit d'expression des salariés. En France, donc il existe le droit de retrait, j'en ai parlé en première partie. Et dans le droit de retrait, il y a le fait qu'on puisse alerter son employeur. Dans ce droit, nous, on demande l'élargissement de ce droit en disant on peut alerter l'employeur, mais on peut aussi alerter le grand public s'il y a un risque pour le grand public, et on peut aussi alerter d'autres institutions. Parce que pour l'instant, le vrai droit du travail français tel qu'il s'exerce, alors sans d'autres tissus de loi et autres, c'est je vois quelque chose de pas normal, j'alerte mon employeur. Alors si c'est l'employeur qui est la cause de la chose, ça peut devenir compliqué. On a des entreprises où quand on est harcelé sexuellement, il faut alerter son supérieur. Mais si on est harcelé par le supérieur, ça devient un peu dur, quoi. Donc nous, on demande l'élargissement du droit d'alerte. Voilà. Après, on a quand même un truc qui est un droit du CHSCT, qui est de la déclaration de danger grave et imminent, qu'on a beaucoup utilisé dans la période de la pandémie. Déclaration. Et vraiment l'institution du CHSCT qui donne cette alerte, donc c'est plus individuel, c'est l'entité, et qui a vraiment embarrassé le patronat et le gouvernement dans la pandémie, et c'est ce qui nous a permis quand même de revoir beaucoup d'organisations de travail aux endroits où on n'a pas pu arrêter les activités qu'on considérait comme non essentielles. Okay. Et donc ça, c'est une prérogative du CHSCT, la déclaration de danger grave et imminent. Voilà, actuellement, maintenant, c'est CSE, mais le DGI peut être posé, enfin, c'est une organisation syndicale, enfin, un mandaté syndical qui doit, enfin, c'est un représentant syndical qui doit le déposer. Et il le dépose où? En justice, auprès de l'employeur et l'inspection du travail. Ok. Hablé al comienzo de ese derecho de retraso en una situación de peligro. También existe, bueno, también defendemos en la CGT el derecho de los, se llaman en francés, bueno, la traducción que encontré en francés es activador de alertas, alguien quien alerta a su empleador cuando hay una situación peligrosa, pero lo queremos ver ampliado para que esta alerta puede ir hasta el público en general y también la justicia y otras instituciones, porque al momento cuando alguien en su puesto de trabajo se da cuenta de un peligro, solamente puede informar a su empleador.
o sea, su estructura jerárquica normal. Y eso tiene que, bueno, decimos que no es ir bastante adelante. Existe también en el marco del derecho sobre salud y seguridad del trabajo algo que se llama declaración de peligro grave e inminente o inmediata. Y eso es algo que se puede utilizar con el empleador, pero también con los inspectores del trabajo que existen en Francia. Es una situación que hemos tenido hace 2 semanas y al momento tenemos por lo menos 2 inspectores del trabajo que han sido suspendidos de sus puestos de trabajo por haber alertado sobre condiciones de trabajo negativas en sectores que no estaban considerados como esenciales. Ok. Juste Bueno. pour ajouter, c'est qu'on n'a pas que les inspecteurs du travail, on a aussi des contrôleurs et préventeurs de la sécurité sociale. Oui. On appelle les CARSAT, l'inspecteur du travail, lui, doit regarder la conformité par rapport au code du travail, mais le contrôleur ou l'ingénieur préventeur de la sécurité sociale, lui, peut définir si une organisation de travail est dangereuse ou pas, même si elle est conforme au code du travail. Même si elle respecte la loi, il peut estimer qu'elle est dangereuse et de préconiser un changement et autres. Y tenemos 2 tipos de inspección laboral, vamos a decir en una manera en Francia. O sea, los inspectores del trabajo, ellos se encargan de verificar la conformidad del trabajo al código del trabajo francés, pero también otros que son expertos mandados por los servicios de la seguridad social. Ellos pueden decir que aunque una situación de trabajo es legal, pueden decidir que aunque sea legal, es peligrosa para los trabajadores y entonces pararla. Finito. Pas d'autres questions Non. parce que, ouais, j'ai Attends, répondu ou Oui, oui, c'est bien, bravo. On va voir ce que dit Robbie. La compañera Mariana Moltoni está pidiendo la palabra. Sí, Mariana, dale, porque yo acá no los veo. Muy bien. Bonjour, Jérôme, merci beaucoup. Una cuestión que quería primero plantear, que me parece que esta cuestión de cuando los compañeros que son designados para participar en los comités dejan de dar las discusiones en sus organizaciones sindicales, creo que es un tema central y que nos preocupa, entiendo que en general a todas las centrales. Por otro lado, no me quedó claro, y por lo menos nosotros acá en Argentina estamos en este momento con una discusión importante acerca de cómo son electos estos delegados de prevención o miembros que representan al sindicato y participan de esos comités. No me quedó claro, entendí que existieron las 2 modalidades, designados por las empresas y también elegidos por los trabajadores, pero no me quedó claro hoy por hoy cómo es. Y finalmente, 2 preguntitas quería plantear. Primero, ¿qué centralidad tiene dentro de las actividades de los comités la formación, la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras en temas de salud y seguridad? Y por otro lado, brevemente, si podría, Jérôme, amablemente compartirnos cuál es la experiencia de los comités dentro de los sindicatos que representamos o representan a trabajadores del Estado, porque hasta este momento se estuvo hablando de empresas y quería saber si existe, discúlpenme si esto ya apareció, entré un poco tarde a la reunión, cómo se da el tema de los comités en el ámbito dentro del Estado. ¿Qué quiere decir para el Estado? El sector público. Ah, el secteur public, ok. Gracias. Alors, donc pour commencer, elle dit qu'effectivement,
elle dit la question des militants ou des représentants syndicaux qui, en prenant des fonctions plutôt spécialisées, en deviennent des spécialistes, qu'ils en oublient, qu'ils sont avant tout des syndicalistes. Elle dit c'est un problème qui n'existe pas, qui existe partout. Et c'est un problème, c'est une question qu'on se pose aussi en Argentine. Elle n'est pas, alors peut-être que je me suis très mal expliquée, hein, c'est possible aussi. Comment ça se passe aujourd'hui, les élections dans un CHSCT? Voilà, c'est la question. Donc, c'est peut-être que je me suis mal expliquée quand tu l'as dit. Donc voilà, si demain il y a des élections au CHSCT, comment ça se passe? Ensuite, est-ce que l'organisation syndicale organise de la formation pour devenir membre d'un CHSCT? Et enfin, tu as parlé des entreprises. Qu'en est-il de la fonction publique? Est-ce que les CHSCT, ça existe dans la fonction publique? Donc, 3 questions. Alors, ¿Cómo quieren que lo hacemos? ¿Que contesta Jérôme o cómo quieren? Sí, me parece que está bien. Okay. Está bien. Sur les élections CHSCT, donc il y avait vraiment deux possibilités suivant les branches. Et je reviendrai quand je parlerai de la fonction publique. C'est soit il y avait une mesure de l'influence syndicale, donc la représentativité, et il y avait un calcul pour définir le nombre de sièges par organisation syndicale, et ensuite c'était l'organisation syndicale qui désignait un représentant. Soit on avait l'élection directe, donc des élus, qui on organise une élection avec des listes CHSCT. Donc là, c'est par rapport à l'attribution des voix directes comme on connaît dans d'autres instances, quoi. Et pourquoi il y avait ces deux formes? C'est parce que les branches n'ont pas eu toutes les CHSCT en même temps, en particulier la fonction publique, parce que la fonction publique est arrivée, a eu son CHSCT après, et ensuite il y a des entreprises, enfin il y a la fonction publique, il y a des administrations de la fonction publique qui ont été privatisées, qui sont devenues donc des entreprises qui ont retrouvé des CHSCT de droit privé, mais qui ont gardé des parties du droit public. Ça va t'aider, ça? Oui, beaucoup, oui, je te remercie. Voilà, c'est en fait parce qu'il y a eu des privés. La fonction publique et le privé ne fonctionnaient pas pareil dans la désignation, et le phénomène de privatisation a modifié aussi dans des branches la façon d'attribuer. Donc on avait ces deux canaux, qui existent, quoi, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire que les CHSCT, je t'ai perdu, je ne te vois plus, les CHSCT existent aussi dans la fonction publique, donc. Oui, ouais, tu m'entends toujours? Je t'entends, mais je ne te vois plus, ouais. Ouais, j'ai une alerte batterie, alors je vais brancher le truc. Ah, ok. Je vais déjà traduire ça. Ok. Bueno, como en cuanto a las elecciones, realmente es una cuestión de ramas. Entonces, en algunas ramas se hizo de manera calculando la tasa de representatividad de la organización sindical a nivel nacional. O sea, sobre la base de la tasa de representatividad a nivel nacional, una organización específica tenía 1 o 2 representantes, la otra tenía 1 o no sé. Entonces, así se hacía. Y las organizaciones tenían que designar sus representantes en los comités. En la función pública, en el sector del Estado también existen estos comités, tienen un apellido diferente, pero existen también. La cosa es que ellos están parte del sistema público, entonces tienen su
propias reglas. Pero hay algunos sectores de los servicios públicos que fueron privatizados. Y entonces se encuentran hoy con una parte de sus reglas que vienen del sector público, y una parte de sus reglas que vienen del sector privado. Pero sin embargo, bueno, así tienen que designar sus representantes. Y al otro lado hay ramas en las cuales se hizo directamente con votos de todos los trabajadores. ¿Y por qué les votes en direct alors? C'est quel secteur ça? Essentiellement, c'est le secteur industriel, c'est les branches industrielles et du commerce, c'est ce qui a été purement privé à un moment. Et en fait, c'est les premières branches qui ont eu CHSCT dès 1982. En fait. Ok. Y las elecciones en las ramas estaban mayoritariamente en el sector industrial y en el comercio. Fueron ellos que ganaron sus propios comités al comienzo en el 82 y que todavía existen. Entonces, estas ramas del sector industrial y del comercio principalmente que tienen una elección directa. La formation. Alors, la formation. C'est là qu'on a eu un problème au début, qu'on a dû redresser la barre, mais il faut vraiment se poser la question tout de suite. Alors la formation CHSCT, au début on a trouvé ça très difficile et en plus on l'a souvent délégué en plus au fameux cabinet d'experts que je citais dans mon introduction. Donc là aussi c'était un marché parce que l'employeur finance la formation CHSCT. Et donc, c'est devenu aussi un marché pour les cabinets d'expertise. Donc, petit à petit, on a repris en main, on a créé nos modules de formation CHSCT. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est dit que cette formation spécifique CHSCT, il fallait quand même former tout le syndicat pour éviter que ça devienne une formation expert. Donc, petit à petit, on a mis des modules de formation à disposition des directions de syndicats. Et par exemple, là, maintenant, on a un module qu'on propose aux syndicats pour former leur commission exécutive aux questions de santé au travail, qui permettent d'aborder politiquement la question des CHSCT après. Et ensuite, le truc, c'est qu'on quelque part, on transforme une défaite en victoire. Le fait que le CHSCT disparaisse et fusionner avec le comité d'entreprise, on en profite pour former l'intégralité des militants sur les questions de santé au travail. En cuanto a la capacitación para estos comités, realmente fue un problema al comienzo para las organizaciones, estaba bastante difícil, estaba muy jurídico, entonces delegaron el trabajo a empresas especializadas. Con el problema que las empresas especializadas estaban ganando mucho dinero. El dinero viene de las empresas. Son las empresas que pagan para esa capacitación. Y entonces tuvimos el problema de gabinetes de formación o de escuelas de formación que se ligaron realmente con los empleadores para hacer las capacitaciones. Entonces, gradualmente la CGT decidió de crear sus propias sesiones de formación sobre los comités de salud y seguridad al trabajo. Y empezando al nivel lo más básico, pero hasta el nivel de la Comisión Ejecutiva Nacional. Y ahora tenemos cursos de capacitación completos para la estructura de base en la CGT es un sindicato. Es la estructura de base. Y entonces tenemos una
un curso de formación que sirve para toda la comisión ejecutiva de ese sindicato de base y que puede abordar los problemas, las cuestiones de los comités de salud y seguridad, no solamente a nivel técnico, pero también a nivel político, para realmente guardar un vínculo muy estrecho entre el técnico y lo político. Hola. Sí. ¿Está María Cristín? Sí. Bueno. La compañera Betty Martínez pidió la palabra. Ahí está Betty. Placer poderlos conocer, aunque sea de esta manera. Bueno, yo me presento, soy miembro de la CTA de La Rioja, una provincia al norte argentino. Soy miembro de la Asociación de Maestros y Profesores, soy la secretaria gremial, un gremio docente. Bueno, mi pregunta específicamente tiene que ver cómo el gobierno francés afrontó esta pandemia. Hemos escuchado al presidente de la Nación hablar sobre las bonanzas de lo público, reconocer que es muy importante la salud pública en la defensa de la vida, y también quería saber cómo ha sido o qué acciones ha tomado a partir de allí el gobierno de Macron, y también si hay acciones en ese sentido referidas a la educación. Nada más, muchas gracias. Cette camarade vient de la région de La Rioja, qui est dans le nord. Je t'ai encore une fois perdu, t'es où? Ah, t'es là. Qui est dans le nord de l'Argentine. Elle est membre de la fédération des enseignants. Ils font la différence entre du primaire et du secondaire. En tout cas, elle représente les enseignants du primaire et du secondaire. Et donc, elle dit, on a entendu ce qu'a pu dire Macron par rapport aux mesures de santé publique qui ont été prises, mais qu'en est-il notamment plus spécifiquement dans l'éducation? Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans l'éducation? Voilà, tu comprends? Quelles sont les questions plus spécifiques liées à l'éducation? Alors, par rapport à notre système scolaire, les actions du gouvernement sont une grande source d'énervement. Tout de suite, en fin de compte, les choses, ils n'ont pas pu cacher certaines incohérences et surtout la vision qu'ils ont de l'école. Car en fait, toutes les mesures qu'ils ont prises montrent qu'en fait, ils voient l'école plus comme une grande garderie pour permettre aux travailleurs d'aller au travail, plutôt que pour former des citoyens. Et en même temps, je pense que c'est même une déviation de l'émission de l'école, puisque là aussi, on a une action depuis des décennies sur le patronat pour transformer l'école en formation de main-d'œuvre, plutôt qu'en formation de citoyens. Et on en paye gravement les conséquences, en particulier à chaque élection, et c'est peut-être pour ça qu'on a un président comme Macron maintenant. Sur les mesures spécifiques de l'école, en fait, les écoles ont été fermées le 17 mars. Seuls les enfants du personnel soignant étaient accueillis encore dans les écoles, pour que le personnel soignant puisse aller travailler. Donc, on voit déjà l'image de garderie qui était mise en place. Les enseignants ont eu la volonté de créer du télétravail pour les enfants, de l'enseignement à distance, avec des modules et autres. Ils ont fait preuve d'une grande volonté. Leur ministre a eu plutôt des messages complètement contradictoires et ne les a pas aidés du tout. Il les a même méprisés, je dirais. Par contre, ça fait éclater réellement les inégalités. Ça les a mis
Donc, pour les familles qui ont pu aller dans leur résidence secondaire et puis qui ont 2 ordinateurs et autres, ça allait plutôt bien. Par contre, les enfants qui sont en foyer, ou voire nous, on en a plusieurs qui sont dans des zones des réfugiés, etc. Il y en a qui sont hébergés dans des gymnases, etc. Qui parfois arrivent à avoir leurs cours sur leur téléphone portable ou le téléphone portable de leur frère ou sœur ou voire d'un voisin, etc. La situation est dramatique. Et en fin de compte, le gouvernement annonce la réouverture quelque part des écoles le 11 mai sur le volontariat. Alors, on peut comprendre qu'en fait, le volontariat, c'est les parents qui sont obligés de reprendre le boulot et qui ne peuvent pas garder leurs enfants, ils vont être volontaires pour envoyer les enfants à l'école. Et ceux qui auront les moyens de garder les enfants à la maison, qui ne sont pas obligés d'aller au boulot, pourront les garder. Donc, ce n'est pas pour vaincre les inégalités et autres, mais c'est vraiment la mission de l'école qui est négligée et qui est prise comme une vulgaire garderie. Et en plus, c'est anticonstitutionnel. Et en plus, l'école est censée être obligatoire en France. Bueno, la cuestión del sector de la educación en Francia ha sido una cuestión muy caliente. El ministro de la Educación es alguien quien es muy despectivo, es un tipo muy desagradable, realmente, que ha tomado los docentes, maestros y docentes por menos que nada. Y bueno, aunque entonces cerraron las escuelas, tenían que cerrar las escuelas, pero se quedaron en las escuelas solamente los hijos del personal médico. Entonces estaba ya un tipo de guardería. Lo que ha mostrado el periodo del confinamiento es las desigualdades que existen en Francia entre los que están en su casa bastante cómodos con 2 computadoras para los niños, que ellos trabajan, los niños trabajan, y los en otras zonas que quizás aún no tienen señal de computadora porque viven en lo que se llaman en Francia zonas blancas, o los que viven en barrios populares compartiendo un piso con 6 o 8 otras personas. Entonces la desigualdad ha sido muy patente en el último periodo. Y bueno, el gobierno ha decidido de reabrir las escuelas el 11 de mayo sobre una base voluntaria, lo que es anticonstitucional, porque en Francia la escuela es obligatoria. Entonces, solamente eso es realmente un problema. Pero también lo que va a pasar es que van a regresar a la escuela y la escuela va a servir de guardería a la patronal solamente. La patronal quiere que sus trabajadores regresen al trabajo. Entonces, abrimos las escuelas, los niños van a la escuela. Entonces, puesto que es voluntario, los que pueden continuar a guardar sus niños a casa van a hacerlo, claramente, porque todavía hay peligro, es cierto. Y lo que no tienen otra solución, van a poner sus niños en la escuela. Y aún tienen, bueno, es un montón de enojamiento el caso de la escuela en Francia. Realmente es una vergüenza como está pasando. Bueno, Paula, ¿hay alguien más que pidió la palabra? No, no tengo a nadie más. Hugo. Bueno, agradecer a Marie-Christine, a Jerome. Ha sido muy interesante, muy útil. Y en nombre de ustedes, para que le transmitan a las compañeras y compañeros de la CGT de Francia un 1 de mayo internacionalista con solidaridad, con lucha, y hasta la victoria siempre, como decía. Bueno, Donc, gracias, pour remercier et puis
on ira jusqu'à la victoire. Hein. Et Gracias. transmet nos bons voeux de 1er mai à Philippe. Gracias a Ça marche. ustedes, Robbie. Lo Je l'aurai siento pas avant le porque lo de la 1er mai, mais traducción. merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Gracias por su convivencia, dice Jérôme. No, gracias a ustedes, encantados. Vamos a sacar algunos, fue muy interesante la charla, esto que puntualizaba Gustavo con respecto a lo de enfermedad profesional que se traslade a las familias, eso es muy importante. Tener en cuenta la experiencia de los comités mixtos, de que no se despeguen esos comités de la vida política del sindicato, de la vida política sindical, eso es muy importante para nosotros. Varias de las cuestiones que han señalado a nosotros nos sirve y muchísimo. Así que el tema de la formación, muchos de los planteos que hizo Jerome, así que agradecerle muchísimo y bueno, también por un 1 de mayo internacionalista, nos estamos viendo con ese video y nos estamos hablando la semana que viene. Ok. Decirles Bueno, que, donc, un grand merci à tous. Merci beaucoup Jérôme pour ton temps, pour ta patience. Tu as dit des choses qui nous intéressent vraiment, etc. Donc, merci. Je suis ravi, puis à bientôt alors. Bueno, hasta la próxima vez, como se dice, ¿no? Sí. Hasta la próxima. decirles Ok, nada más que va a estar muchísimas gracias. grabado, así que se los vamos a hacer llegar si ustedes quieren. Ah, perfecto, gracias. Ok, muchísimas gracias. Ok. Gracias. Chao, chao a Chao. ustedes. Chao. C'est bon, je vais Hasta déconner. pronto. Ouais, tu peux. Allez, au revoir. Ciao.